J'ai pris ce titre, en fait il n'est pas de moi, il est d'un livre que j'ai ici d'ailleurs, qui est sorti en 2016, qui est un collectif qui fait suite à une conférence qui a eu lieu en 2013 sur la peinture. J'ai pris ce titre parce que je le trouvais assez beau, à la fois assez énigmatique, et en fait il représentait bien ce dans quoi moi je me situais, c'est-à-dire on nous a nourri l'idée que la peinture n'était plus le médium, parce que évidemment la peinture s'inscrit dans une histoire qui remonte, on va dire, à l'ère préhistorique si on veut, et qui est excessivement codée, contrairement à d'autres disciplines de l'art. Donc voilà, le médium dans la condition post-médium. Alors chacun comprend un petit peu ce qu'il voulait, mais moi c'était vraiment dans cette idée de, voilà, je m'inscris dans quelque chose dans lequel je ne suis pas. J'ai fait une thèse il y a quelques années, et je m'intéressais avec cette espèce de fascination pour les jeunes à ce qu'est la culture numérique, et dans l'idée que finalement c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre, on doit créer de nouveaux concepts, c'est la révolution et plus rien n'est pareil, etc. Sauf que pour comprendre la réalité qui était le contemporain d'il y a 10 ans, qui est toujours le contemporain aujourd'hui, c'est un mot un peu particulier, le contemporain, bref, eh bien il y avait une sorte d'accident, on va dire, l'accident c'est un mot un peu bien fort, mais il s'est passé quelque chose, tout le monde connaît, c'est le fameux livre de Benjamin sur l'époque, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction technique. Et puis, donc il y a l'invention de la photographie au milieu du XIXe siècle, 1830, et puis ça se met en place de façon de plus en plus perfectionnée, jusqu'au cinéma. Et entre les deux, il y a la chronophotographie, notamment mise en place par Étienne Dumarest. Donc Étienne Dumarest, vous connaissez certainement, c'est à la fois un physiologiste, un médecin, un précurseur de la neurologie, et puis surtout un ingénieur qui a créé des quantités de machines pour mesurer des quantités des choses, et puis la locomotion, on va dire, en général. Alors, vous connaissez sans doute l'anecdote le bridge qui était destiné à voir comment se déroulait la décomposition d'une course de chevaux, en fait. Et puis, il y avait une rumeur qui disait que les chevaux, à un moment, ont les 4 fers levés en courant. Et il a fallu prouver cela, parce qu'évidemment, la photographie a d'abord été défendue à l'Académie des sciences comme étant un objet de savoir, en fait, un objet scientifique, elle a prouvé des choses. Et puis, on s'est rendu compte, évidemment, que ce n'était pas une preuve irréfutable et que tout pouvait être vérifié. Effectivement, on a pu prouver qu'il y avait ce système des 4 fers levés. Et le système qui avait mis en place Muybridge, c'était faire courir un cheval qui déclenchait en circulant des fils et donc une douzaine d'appareils photo. Ce qui était finalement assez compliqué pour Étienne Dumarest qui suivait ses recherches qui se déroulaient aux États-Unis alors que lui était en France, pour notamment évaluer le vol d'un oiseau. Donc il a mis en place, je n'ai pas la photo mais peut-être vous connaissez, j'imagine certainement, ce qu'on appelle le fusil photographique, qui est donc foutu comme un barillet en fait de revolver ou de fusil, où en déclenchant, il pouvait sur une plaque photosensible, à travers chaque petit barillet, séquencer le mouvement donc, et voir exactement le mouvement d'un oiseau, et donc quelque chose qui n'est pas perceptible à l'œil. Suite à ce barillet, il a mis en place ce qu'on appelle la chronophotographie, donc une photographie en mouvement, qui pouvait disséquer les mouvements, un peu comme on le voit ici. Et puis pour améliorer son dispositif, il a commencé à vêtir les coureurs, on va dire, de tenue noire, avec sur le côté ces petits traits blancs qui, à certains points des articulations, allaient décomposer de façon beaucoup plus métrique, segmentée, statistique, en fait, un mouvement. Ce qui donne ce genre d'images qui ont complètement fasciné, on va dire, l'imaginaire à la fois des scientifiques, parce que tout le monde était omnibulé par cette idée de mouvement. On est au 19e siècle, la locomotive à vapeur est en place, c'est le début de l'électricité, des ascenseurs, de l'automobile, de tout un ensemble de techniques qui vont finalement modifier les vitesses, modifier aussi le système de communication, c'est le téléphone, etc. Et puis le système de reproduction des images, on a dit. Parce qu'il me semble que lorsque l'on s'intéresse à une culture comme le numérique,
qui est censé révolutionner nos façons de percevoir, de sentir le monde, d'habiter le monde, d'imaginer, etc. Il y a tout de même, à l'origine de tout ça, un point de départ qui est assez clé et qui peut nous faire prendre un peu de recul sur ce qui se joue aujourd'hui, avec donc une technique qui est beaucoup plus mécanique et non pas virtuelle pour certains, ou en tout cas qui reste sur d'autres systèmes plus spécifiques du numérique. Alors, c'est là qu'on en vient à la traduction, on va dire, plastique et sensible par les artistes d'avant-garde de ces mutations du regard qui se sont opérées grâce à ces technologies qui ont permis de voir des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu, c'est-à-dire la décomposition d'un mouvement, qui ont permis de faire émerger ce qui est apparu comme une sorte de féerie, comme une sorte de prémisse du virtuel, comme une autre dimension, etc. Et puis il ne faut pas oublier que vers le début du XXe siècle, une fois qu'on commence à digérer ce qui se passe vers la fin du XIXe siècle, eh bien, il y a plein de théories sur la physique quantique qui apparaît et les intellectuels et les artistes lisent énormément ce genre de théories. Donc tout se mélange un peu. Ici on a une décomposition d'Edward Muybridge dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai mis ici quelques images que vous connaissez certainement. Alors ici on a un Duchamp, là-bas un Richter et puis ici un artiste des futuristes italiens. Pourquoi est-ce que je vous montre ces images ? Bon, d'une part pour vous montrer comment se sont opérées les mutations et ce qu'ont pu récupérer les artistes de cette époque-là pour produire leurs images, et puis aussi parce que lorsque Duchamp va proposer en 1912 au Salon des Indépendants cette toile, qui va avoir une espèce de réception assez mitigée de l'œuvre, eh bien ça va faire manifeste. Ça va faire manifeste dans le même sens où Gerhard Richter va faire cette Emma descendant l'escalier comme disant « la peinture est morte ». Et ensuite Duchamp, on le connaîtra pour toutes ses installations, la mariée mise à nu par ses célibataires, etc. Tout ça pour dire, parce que là je file, etc. Mais par exemple, quand Richter a fait cette toile, il l'a faite pour justement bien spécifier le fait que la peinture commençait à prendre du recul par rapport à l'hégémonie de la photographie des années 60. Mais on l'a dit, en 1912, lorsque Duchamp propose cette toile, qui donc reprend typiquement en fait ce que je vous ai montré un peu plus tôt sur ces espèces de lignes que l'on voyait. Si on fait attention, on revoit de nouveau ces lignes, et en fait il y a une décorporisation des individus, où il y a une transformation des sujets en objets qui s'opèrent, et tout ça, ça va se poursuivre et s'accentuer au fil des années, des siècles, etc. Alors les futuristes italiens, pour précisons juste l'idéologie que vous connaissez, puisque ça frotte avec toute l'idéologie totalitaire qu'on va connaître ensuite, l'Italie, l'Allemagne, etc. par la suite. Mais là, on est complètement dans l'idée que la technologie va refonder l'humain, va refonder le monde, et une volonté en fait de surhumanisation qui va se rejouer avec la cybernétique, etc. Voilà, pour finalement vous parler de aujourd'hui, le numérique. Toute technologie, alors ça c'est un petit spam, ça provient d'un livre en fait qui s'appelle The Age of Aquas et c'est un ouvrage, un guide pour l'extrême présent. Et donc on a des ça pour dire que, comme vous le lisez, on a changé la structure de votre cerveau depuis quelques années, mais aussi on a changé la structure de la planète. Et ce on et ce oui, c'est à la fois la technologie, mais c'est à la fois ce qui constitue l'infrastructure, c'est-à-dire la base matérielle, comme aurait pu dire Marx, c'est-à-dire à la fois la technique, mais l'économie. Et aujourd'hui, l'économie numérique ne peut pas se désolidariser de ce qu'est la technique. Plutôt, la technique numérique ne peut pas se désolidariser de ce qu'est l'économie. L'économie, c'est Amazon, ce sont les GAFAM, ce sont toutes ces entreprises du web qui changent fondamentalement tout un ensemble de paramètres. Alors, la question que je me pose, moi, c'est comment les artistes se saisissent à la fois de ces technologies et leurs spécificités, vont les traduire dans leur peinture, tout en intégrant certainement, de façon consciente ou inconsciente, tous ces résidus économiques qui vont refaçonner aussi de l'intérieur la sensibilité des artistes. Ce qu'on dit généralement des peintres, c'est que ce sont des subjectivités qui produisent une œuvre, et c'est donc en contradiction avec un système mécanique qui produit de façon sérielle, qui produit de façon objective, etc. Une espèce de
parallèle entre subjectif-objectif, entre le fait de peindre comme une machine, c'est la fameuse phrase aussi de Warhol, on pourra y revenir, et puis le fait d'aujourd'hui croire que les machines, et en l'occurrence la pointe extrême de ce que l'on fascine, ce que l'on sacralise un peu aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu récemment cette pièce qui a été vendue chez Christie's, donc vous voyez plus de 430 000 $, et qui est donc soi-disant une peinture générée par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui sont en fait que des algorithmes, ce qu'on peut appeler des réseaux récursifs de neurones. En gros, c'est on récupère 10, 15, 20 000, en tout cas une banque de données d'images sur un thème particulier, en l'occurrence là ce sont des portraits du 19e, et on les met dans ces réseaux et ils vont façonner voilà, une image qui va ressembler plus ou moins à... Donc c'est le collectif Obvious qui a réalisé, donc c'est à la fois, on ne sait pas trop les situer quand on est critique un peu professionnel, on est très prudent par rapport à ce genre d'expérimentation parce qu'on se dit non, ce n'est pas de l'art contemporain, mais en même temps c'est vendu dans des maisons de vente aux enchères comme Christie's. Ce sont aussi des ingénieurs programmateurs, mais comme il n'y a pas le geste de l'artiste, cette fascination, parce que dès qu'on parle de peinture, on est toujours pris dans ce délire-là du fétichisme du geste de l'artiste. Et donc le collectif Obvious qui a réalisé une série qui s'appelle La famille de Bellamy, et tout ça a été présenté à la vente dans la maison de vente de Christie's, et puis ça devait être vendu aux alentours de 10 000, 5 000, etc. Et puis, les collectionneurs ont commencé à spéculer dessus et c'est monté assez haut et ça va certainement se poursuivre. Est-ce que la peinture n'est pas devenue au cours de tout le XXe siècle, comme toute la culture des surfaces qui s'est suivie, après Warhol et compagnie, ou même un peu avant, une culture de l'image, une nouvelle forme d'iconicité qui du coup nous interroger et on verra dans quel sens. Et donc là aujourd'hui, ce qu'on veut nous faire dire, et ce qui est certainement possible, c'est que l'intelligence artificielle que certains préfèrent appeler imagination artificielle va produire des images, va construire des images ex nihilo, sauf que c'est pas vraiment possible parce qu'on les nourrit dans des banques de données. Ce sont des peintures qui ne ressemblent plus à des peintures qui ressemblent à des images, des artistes qui ont peint comme des machines. Alors vous connaissez peut-être cet artiste, Dan Hayes, alors qui était justement invité dans le colloque où j'ai participé en décembre. Alors ici c'est une peinture. Donc c'est quelqu'un qui va énormément s'intéresser à l'image, et en l'occurrence l'image un peu glitchée, l'eau un petit peu basse définition, des appareils, on va dire, de la vidéo, appareil, photo, etc., télé, et qui va les retranscrire plastiquement. Et tout ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, de moine bouddhiste, parce que je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, mais il faut vraiment imaginer que c'est quelqu'un qui va travailler en amont avec Photoshop plus généralement, qui va traduire l'image qu'il a captée, soit qu'il l'a faite, soit qu'il l'a récupérée sur Internet, qui ne reste pas trop le souci actuellement, qui va la prendre, qui va la pixeliser, et qui va ensuite refaire à la main, vraiment carreau par carreau, Pixel par pixel. Pixel par pixel, sauf que voilà, là on est vraiment face à de la peinture sur des formats qui sont quand même assez conséquents. Et puis ce qui est intéressant, c'est, donc, comme vous connaissez la peinture, vous savez que l'histoire de l'art a voulu la catégoriser en 5 genres, et ces genres ont disparu plus ou moins aujourd'hui. Il y avait, donc tout ça c'est très hiérarchique, la peinture d'histoire, le portrait, des scènes de genre, les natures mortes, et oui, le paysage c'était après. Et donc voilà, justement je voulais parler de paysage. Il y a un truc assez étonnant avec cette idée de paysage, c'est qu'on a l'impression qu'on rejoue la fameuse phrase d'une fenêtre ouverte sur le monde, mais aujourd'hui ce serait peut-être un écran ouvert sur le monde. Et tout ça, ça fait écrire les critiques évidemment, et ça fait écrire les théoriciens, mais il y a peut-être quelque chose à penser si on se dit que la peinture peut aussi donner des émotions, donner à penser sur ce qu'est le monde. Donc encore une peinture où là vraiment il reprend tous les petits tricks comme ça de quand il y a la date ou quand il y a un énorme glitch. Alors le glitch, juste en 2 secondes au cas où il y en a qui a des doutes, c'est une déformation, on va dire, une altération de l'image. Une altération qui vient de la machine et qui, encore une fois, on se rend compte que ça va fasciner les artistes.
C'est comme si, par cet accident de la machine, il y avait quelque chose qui se créait. La machine, elle va produire et imaginer quelque chose par l'accident, de même qu'un artiste va souvent laisser se guider par l'accident et créer d'autres choses. Donc là encore, une peinture donc de Van Eyck, j'ai pas mis la légende. Et là, vous avez voilà, un agrandissement, bon, c'est moi qui ai fait le montage. Par rapport aux 5 genres, je crois qu'il y a un truc qui est quand même assez vrai de ce qui peut se faire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt qui se fait de plus en plus sur, bizarrement, l'image de basse qualité et au-delà de ça, sur quelque chose qui va devenir de plus en plus de l'ordre du quotidien, de la quotidienneté. J'utilise pas le mot banal parce qu'il est connoté d'une période, mais vraiment cette idée que aujourd'hui on peut tout prendre en photo, c'est-à-dire on peut prendre des photos loupées et on n'a pas de perte d'argent ou tout ce qu'on veut, mais ça va devenir véritablement une sorte d'esthétique du quotidien, on peut l'appeler dans ces mots. C'est un des artistes que j'ai rencontré à ce fameux colloque. Alors, moi quand j'ai vu ça la première fois, j'étais un petit peu genre, qu'est-ce que c'est? Et puis en fait, ce que j'avais pas vraiment vu, c'était tout ça. Et ce qu'il peint, lui, ça va être les nouvelles fenêtres. Ça va être c'est un peu son délire, c'est comment en fait la fenêtre ouverte sur le monde et le paysage va devenir d'autres micro-fenêtres qui vont s'agencer en fichiers, et en l'occurrence ici un fichier informatique, et on reconnaît de l'interface d'un Mac pour ceux qui ont des Mac. Donc lui c'est Flavio De Marco, c'est un artiste italien, et il appelle toutes ses peintures paysages, alors parfois il y met des petites connotations courbées, etc. Donc je vous en montre d'autres. Alors là, bien sûr, on reconnaît. Et puis, plus ça va, et en fait, plutôt, il a commencé, c'était dans l'autre sens, mais il a vraiment mis en place dans sa peinture à la fois un trait qui semblait, je la remontre, plus, on va dire, spontané, et puis quelque chose qui va devenir de plus en plus lisse, et puis qui reprend vraiment toute cette interface de la machine, quoi. Là, on en a un. Celui-ci, je le trouve intéressant, pas forcément plastiquement, mais parce que moi, j'y reconnais cette espèce d'interface pour des sites de voyage. Bon, déjà, on a l'image qui peut nous y faire penser, et puis l'orange. Et là, on revient, encore une fois, sur cette idée d'économie dont j'ai parlé au tout début. Je crois aussi qu'il y a un moment où les artistes nous montrent ce qu'ils ont autour d'eux. Donc, ils ont des machines, mais ils ont aussi toutes ces plateformes économiques qui vont nous appeler à voyager, qui vont garder nos données pour pouvoir nous vendre d'autres publicités, etc., etc. Et là, on a des mix entre une peinture plus traditionnelle d'histoire, paysage, et puis je ne commande pas plus, je vous laisse juste regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il était beaucoup plus radical en 2005 qu'après, alors que d'habitude, c'est souvent l'inverse qui s'opère. Personnellement, je préfère presque ça. Donc ça, c'est de la peinture, hein, on est d'accord. Et là, on ne retrouve plus tout ce qui plaît en peinture, c'est-à-dire le geste de l'artiste, l'action, le temps présent, etc. Et plutôt quelque chose qui se fait dans une espèce d'absence du peintre, en fait. Je reste sur cette thématique. Donc là, on est sur un autre artiste qui s'appelle Emmanuel Morales. Pareil, que j'ai rencontré un peu par hasard, et là encore, en fait il m'avait envoyé, pour être honnête, son catalogue, et c'est qu'une fois que j'ai compris que c'était de la peinture que ça a commencé à m'intéresser. Ce qu'il m'expliquait, c'est que toute la gestuelle se passait en amont avec sa souris ou avec sa tablette graphique. Par contre, dès qu'il transpose ça sur sa toile, eh bien, c'est là où il se transforme en ouvrier, enfin il le dit tel quel avec ces mots-là, où vraiment il ne pourrait pas déléguer ce travail tellement il est ingrat, et donc tout le geste de peindre, enfin il n'y a plus de geste, quoi. Il avait beaucoup aussi repris, donc ça c'est dans sa série cover, des toiles qui étaient souvent, ce qu'on disait, hein, ça a déjà été fait, et notamment avec de la sérigraphie aussi pour certains, mais toutes ces histoires d'aplat. Donc là, tout le monde sait, voilà, il prend sa tablette graphique, il rejoue ses couleurs, et puis ensuite il va travailler avec des systèmes de scotch pour vraiment avoir ce rendu-là. Encore une toile de lui, donc ça s'appelle Fichier Nouveau. Pour ceux qui connaissent, ici on se retrouve face à l'interface de SketchUp, donc qui redonne des coordonnées verticales, etc. On peut avoir les jours, les déclinaisons, etc. Et lui, va essayer de construire un paysage à partir de ce logiciel. Donc là, on n'est plus tout à fait sur la machine, mais sur ces idées de logiciel. Et puis, il va produire ce genre d'image. Donc ça arrive dans un second temps. Donc tout est construit numériquement. Et puis,
Comme vous le voyez ici, il donne l'heure, il donne le jour, parce que le logiciel peut aussi permettre d'avoir une inclinaison d'ombre en fonction de ce qu'on lui dicte en fait. Et donc il va recréer des paysages un peu de cette manière-là. Crée donc voilà sur son interface son ordinateur, et puis ensuite il va venir appliquer. Donc je pense qu'il fait une projection bêtement, et puis ensuite avec le système de scotch. Mais cet agrandissement, juxtaposition de peinture, ce léger petit relief, et c'est comme si on allait sacraliser tout le geste dans ce petit interstice comme ça. Alors, je vais vous montrer des artistes un peu plus âgés, et là je vais partir sur de la jeune création, donc des artistes nés dans les années, je crois qu'elle est née en 85, et qui donc reprend un peu tout ce qu'on fait déjà d'autres. Là, les deux que je vous ai présentés, mais il en existerait beaucoup. Et elle, vous allez voir, dans ces sujets, on retrouve aussi une manière d'articuler le fond et la forme. Donc Amélie Bertrand, on la voit, elle expose par exemple dans des galeries parisiennes. Je vais vous montrer quelques images et on reconnaît vraiment cette espèce d'esthétique. C'est comme si en fait il y avait une régression de ce que l'on pouvait faire parce que la technologie n'était pas finalement assez performante, bien que maintenant on arrive à des degrés de réalisme assez effroyables. Et donc voilà, il y a une sorte de retour devant, derrière, etc. Donc c'est toujours un dialogue qui se fait. Et donc là, on est sur des modules assez simples, cylindres, etc. Avec ces espèces d'aplats, de briquettes. On construit à l'intérieur d'une matrice qui est déjà une proposition, qui est déjà pensée. Donc il y a des espèces d'embriquements. Et puis petit à petit, dans son registre, on va voir apparaître des fameux palmiers, des couchers de soleil, on a parlé de la piscine, etc. Et c'est comme s'il y avait tout cet univers qu'on appelle tropicool, qui est donc encore une fois une grande base de vente dans les magasins de décoration, où on met des palmiers, on met flamants roses, les ananas, etc., etc. Donc une espèce d'esthétique hyper mainstream en fait, qui se rejoue. On se demande si elle est de mèche ou si elle critique quelque chose, et puis ça nous fait un peu se dire mais c'est quoi, c'est de la superficialité dans la superficialité, sauf que on sait que toute la culture qu'on a appelée postmoderne, alors il faudrait réexpliquer, mais cette espèce de polyvalence entre la haute culture et la basse culture a eu des réversibilités, et tout ça s'est fondu dans ce qu'on a appelé un art des surfaces, un art des images. Et c'est comme si les jeunes artistes aujourd'hui essaient de le rejouer, mais en réinvitant la peinture. Alors il y a un truc que je n'ai pas vraiment dit, c'est que je dirais 4-5 ans, il y a un revirement de la peinture, et puis maintenant il n'y a plus que ça, d'abord dans les foires, d'abord dans les galeries, parce qu'évidemment le marché de l'art a cru qu'il allait faire des installations avec des trucs dans tous les sens, mais ça ne marche pas, les gens continuent à aimer des formats très raisonnables, et donc la peinture revient aussi grâce à ça. Et elle revient aussi, et alors là c'est là où mes petites problématiques liées à l'économie peut-être font signe. Vous savez, aujourd'hui on parle d'une économie qui est numérique, mais cette économie numérique, contrairement au 19e et la révolution industrielle, n'est pas basée sur ce qu'on appelle des industries lourdes, de production, etc., mais sur ce que l'on appelle le capitalisme tardif, le capitalisme culturel, le capitalisme cognitif. Tous ces mots qui veulent dire quoi? C'est-à-dire qu'on est sur des économies de services, oui, mais surtout des économies qui ont fait des images, des affects, des idées, la matière, l'or noir en fait de ces entreprises du web dont je parlais au début, Amazon, Facebook, etc. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est aujourd'hui en fait on est tous invités à produire du contenu sur notre Facebook, sur notre Instagram, on a tous des vitrines, on est tous sollicités plus ou moins à devenir artistes, et puis on a tous la possibilité de produire parce qu'on a des téléphones, on a des machins. Et dans cette phase où finalement tout le monde produit des images, des affects, où tout le monde consomme tout ça, et qu'on n'a même plus le temps de voir, la peinture revient à un moment où on ne l'attendait plus, où on croyait qu'elle allait vraiment mourir du fait de tout ça, pour justement ressouligner le fait que il y a du savoir-faire, il y a une nouvelle valeur qui se met en place, peut-être même une valeur refuge dans ces technologies. J'essaie juste de me dire pourquoi est-ce que ça revient et en quoi ça fait signe sur quelque chose. Dès qu'on dit le retour d'un médium ou d'une thématique, on sait toujours que s'il n'y a pas eu de départ et que c'est toujours un peu là, latent, mais après de ma petite échelle de vie et de pratique et d'expérience, j'ai envie de dire vraiment que la peinture, j'avais des amis artistes
Et j'en avais des plus âgés aussi qui étaient très malheureux de se dire que, eh bien, ils travaillaient un médium qui n'allait peut-être pas se vendre parce qu'à ce moment-là, tout le monde ne voulait que de l'installation, que de l'expérience, etc. Comme à une époque, tout le monde a voulu que de la... Après, poser une date sur quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle repart, je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des mouvements que l'on ressent. Je ne sais pas si vous les ressentez. Moi, vraiment, il n'y a encore pas si longtemps, hein, j'entendais de la part de professionnels du monde de l'art et puis d'artistes que la peinture était un petit peu boudée. Et puis, dans le même moment, juste un peu après, il y a eu un renversement vraiment fracassant du retour de la peinture, mais via le marché de l'art aussi. Parce que c'était un calibrage que tout le monde, enfin que les collectionneurs en tout cas entendaient, parce que ça s'inscrivait dans une filiation, que c'était facile d'accès. Et en fait, toutes les expérimentations qu'on a bien voulu faire dans les années de 70 à 90, avant les grands booms, eh bien tout ça, ça s'est perdu pour aller vers quelque chose qui allait de plus en plus vers l'objet. Et puis de cet objet en ronde-bosse ou en volume, etc., on est revenu sur du plat via la peinture. Mais dans les écoles des beaux-arts, il n'y a encore pas si longtemps, je pense que la peinture n'était pas vraiment les ateliers les plus suivis. Mais après, je ne sais pas, peut-être qu'à Paris, il y a une espèce de snobisme qui fait quelque chose, mais en même temps, moi, je dis ça à Toulouse. Oui. Mais la gravure, ça revient aussi d'une certaine manière. Là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on a cerné le fait que la peinture, effectivement, revenait aussi sur le devant de la scène parce que c'était plus commode et parce que toutes les expérimentations qu'on a fait, eh bien, visiblement, ça ne marchait pas. Mais alors, est-ce que le marché doit dicter l'histoire de l'art? Enfin, et après, on se retrouve dans des questions un peu de cette ordre. Mais après, sachant que finalement la peinture est en bonne grâce finalement puisqu'elle permet de la visibilité avec le marché, puisqu'elle permet à des artistes de vivre économiquement, ces jeunes artistes qui eux ne se sont pas retrouvés face à des espaces d'impasse parce qu'ils arrivent avec leur médium comme si ça allait très bien, qu'est-ce qu'ils proposent au final? Mais par exemple, Emmanuelle l'a dit, on s'est rencontrés parce qu'elle m'a proposé d'écrire un papier et sa pratique est absolument à l'opposé de ce que je vous présente là. Et je voulais en parler parce que on se retrouve finalement face à une artiste qui s'intéresse à un flux médiatique. Donc pour vous resituer son travail, c'est elle récupère une information qu'elle chope un peu à la volée de la radio ou de voilà, et cette information c'est l'information du jour, genre il y a de la neige ou le Bataclan vient de se faire fusiller, enfin, c'est l'année 2015, qui se relie jour après jour. Et en fait dans sa pratique, du fait de la contrainte qui est tous les jours, etc., eh bien, elle va aller vers quelque chose. Et en plus, c'est très dur parce que les informations sont souvent très pénibles. Vers quelque chose qui finalement sera de plus en plus expressif, mais peut-être tu en parleras mieux que moi, et de plus en plus libéré de cette contrainte, on va dire, liée à du flux, liée à de la médiation, liée à tout ce que l'on peut essayer de maîtriser en fait. Et là, on est finalement dans des artistes qui jouent le jeu de ce qui se joue en termes d'esthétique, qui sont soi-disant très léchés, très polis, mais qui en même temps vont représenter des choses qui, et c'est là où je poursuis, vont être de très mainstream, très quotidien. Donc là, on revient sur les petits couchers de soleil, etc. Donc est-ce que c'est une critique ou est-ce que c'est une suite? Et on retrouve nos fameuses piscines. Oui, les piscines, c'est un peu aussi un motif de l'histoire de l'art. Et puis, au-delà de ceux qui ont repris ce motif-là, comme Hockney, non, ouais, c'est ça. Qui en plus lui fait des peintures sur tablette. Et c'est aussi tous ces délires de réfraction, de profondeur, de surface. Enfin, l'eau est un médium qui a vraiment stimulé l'imaginaire de tous les artistes de la fluidité en général. Bon. Et là, on se retrouve encore dans ces espèces d'atmosphères complètement léchées. Alors, ici, on a un autre artiste. Pourquoi je vous le présente, lui? C'est parce qu'il a un peu une histoire qu'on aime bien en 2019, c'est-à-dire que c'était un artiste qui est très jeune, il a 24 ans je crois, qui présentait ses peintures sur Instagram et qui d'un coup a eu je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers et qui s'est fait repérer par une... Lui, il est toujours sur ce même style de peinture, on l'a vu, très léché, très en aplat,
Cette culture un peu pornographique, là on en a la preuve, mais aussi agrémentée de ces espèces de prothèses qui sont nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Et puis en publiant ça ensuite sur Instagram, qui est du coup une plateforme qui a été rachetée par Facebook. Il s'appelle Holy App. C'est le même? Oui, c'est le même là. Et donc c'est une technique qui parfois s'agrémente d'aérosols, comme son nom l'indique. Culture de consommation. Mais en fait, j'ai même pas envie de commenter les images, je crois qu'elles se suffisent à elles-mêmes, et ça devient justement une sorte de message publicitaire, c'est-à-dire excessivement racoleuse, lisible, séductrice, et en même temps avec cette espèce d'hyper-réalisme quand on voit ça par en vrai, je l'ai vu aussi par en vrai, c'est assez saisissant, ça sort vraiment du tableau parce que tout est en aplat. Et après, il y a une critique aussi de l'individu, entre ses polarités, etc. Mais ça, je préfère que chacun imagine un peu ce qu'il veut, plutôt que d'aller commenter par-dessus. Et là, on revient sur cette technique un peu glitch, décalage d'image. Alors, je voulais me faire plaisir, là, je voulais vous présenter un artiste qui est paru dans une espèce de peinture hyper réaliste, mais à l'opposé des couleurs que l'on a pu voir dans les précédents tableaux. Et peut-être aussi dans un travail qui fera plus référence à la photographie qu'à la peinture. En fait, pour vous parler vite fait de cet artiste, il s'appelle Mathieu Boucherit. Donc ce sont des peintures, tout en noir et gris comme ça. En fait, donc il fait cette espèce d'installation où chaque tableau a la possibilité de tourner, de s'acheter, normalement toujours en groupe, mais il peut aussi se prendre de façon indépendante. Et donc l'usager peut tourner les tableaux et on a l'impression qu'on a affaire à des espèces de danseurs-performeurs qui s'ajustent, qui dansent, etc. Sauf qu'en fait, là je vous mets un agrandi d'une de ces toiles, ce sont des extraits d'images qu'il récupère évidemment sur Internet, parce que beaucoup d'artistes utilisent Internet et le numérique soit comme un outil, soit comme une finalité, et qui sont plus ou moins des images où l'on voit à chaque fois des migrants qui sont dans des situations particulières. Et alors, lui qui a une pratique très réaliste de son travail, je lui demandais, mais est-ce que toi tu te retrouves dans cette espèce de sensation de moine bouddhiste où tu atteins un niveau de méditation, merci, etc. Et il me répond, mais non, mais pas du tout, genre, il déteste la peinture, il déteste ça et il fait, c'est sa corvée en fait, parce que lui, tout son travail, c'est essayer de mettre en place j'allais dire son discours, mais en tout cas une démarche avec plus de poids derrière, et en fait, il se retrouve à devoir peindre. Et alors, là, c'est là-haut, vous voyez le titre de la peinture. Et ce titre, quand vous le copiez-collez, ou en tout cas quand vous le mettez sur Google Images, eh bien, ça vous donne accès à l'image source. Et qui est donc là, ce fameux migrant qui s'est déplacé donc, dans cette situation un peu délicate sous un camion. En fait, c'est un artiste qui peint très bien, comme vous le voyez, et qui s'est vite fait cataloguer peintre et qui a grandi avec cet imaginaire que la peinture sacralisait quelque chose et ne voulait surtout pas, là je vous fais de la psychologie d'artiste, mais qui ne voulait surtout pas être catalogué comme peintre. C'est un travail que je vous présente sur la peinture, mais après il va faire pas mal de dispositifs ou d'installations avec des procédés chimiques, de la photographie, des lumières rouges, enfin son travail est un peu plus complexe. Mais je l'ai rajouté celle-ci tout à l'heure parce que vraiment il y a aussi d'autres, dans cette psychologie de l'artiste, parce que bon après c'est une conférence où on parle de la peinture, il y en a aussi vraiment qui le renient, qui renient aussi tout ça. Bon. J'ai rencontré, et j'aime bien parler d'artistes que j'ai rencontrés même si c'est par hasard. On m'a demandé d'écrire un article sur cette jeune artiste qui est née en 95, il me semble, qui s'appelle Héloïse Chassepeau. Et je lui demande son portfolio et elle me montre ça. Donc ces images-là, avec cette espèce d'installation-là, c'est-à-dire au lieu de me montrer un portfolio normal avec une grande image, etc., elle montre des tout petits fragments et puis ces espèces de dossiers dont elle a fait des captures et qui s'appellent F plus extension, etc. Et en fait, ce que je comprends, c'est que son cerveau, et ça j'adore en fait jouer là-dessus, est presque configuré comme les interfaces techniques dans lesquelles elle évolue depuis qu'elle est née en fait, elle est née en 95, et donc elle constitue aussi l'agencement et l'architecture de ces séries à travers ces fichiers. C'est-à-dire que donc elle va faire une peinture qui vient en général
soit d'un son, soit d'une image qu'elle a trouvée, soit mais vraiment mais par hasard comme ça. Puis ça va devenir son sujet. Par exemple, elle me disait qu'elle adorait les catalogues Leroy Merlin parce qu'elle allait souvent à Leroy Merlin parce que c'est une artiste. Et ces images hyper léchées publicitaires l'a fascinée. Et donc elle a commencé à faire, bon ça ressemble pas trop là sur l'image, mais sur les fameux blocs de verre. Et puis elle va prendre ce détail-là, puis le remettre dans un autre, et donc retirer un petit détail d'une peinture et le mettre dans un autre, et puis l'écrire dans des fichiers. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment elle façonne, donc c'est une espèce de démarche qu'on peut appeler, il y a la sérendipité, vous savez, c'est quand on va sur Internet, et puis finalement on est amené à aller sur un site, puis sur un autre, on ouvre un autre lien, et elle fonctionne comme cette petite puce qui l'a fait aller d'une... Par exemple, elle voit une couleur et ça lui fait penser à telle image, donc elle va commencer à associer cette image. Et en fait... Et l'œuvre, c'est quoi? Et l'œuvre, c'est... Elle présente la peinture, mais moi j'ai envie de dire que l'œuvre, c'est la façon dont elle agence et fonctionne dans sa démarche, en fait. Et toujours sur des sujets très triviaux, en fait. Et là, je crois que j'en ai d'autres. Par exemple, ça, c'est... Esthétiquement, on n'aime pas, et à la limite, c'est même pas la question. Mais par exemple, voilà, elle s'auto-spam avec des espèces de trucs business qu'elle rajoute dans cette façon de produire et de créer ses toiles. Et en fait, même dans sa façon d'installer ça dans un espace d'art, elle va essayer de voir, en négociant un petit peu, soit avec le commissaire, soit avec les autres artistes, si elle ne peut pas pratiquement contaminer et spammer d'autres artistes en allant mettre un tableau à côté d'un autre, mais si on le voit de très loin, on va voir dans un troisième plan qu'il y a ses tableaux à elle, et elle le fait de façon presque intuitive. Et parce que aussi j'ai l'impression que elle a complètement intégré la sensibilité de son époque en fait. C'est-à-dire une sensibilité où on est né avec un Mac, on construit notre cerveau comme ça. Il y avait un truc aussi intéressant quand j'avais fait cette fameuse conférence là en décembre dernier, je reviens un peu dessus parce que c'était très drôle de voir que tout le monde fonctionne, on est tous sur des Macs. Alors on a un système, une architecture avec des fichiers où on rentre dedans, ça s'ouvre justement comme une cartographie, alors que PC, c'est on rentre, et en fait quand on est habitué à Mac, on ne sait plus naviguer sur un PC quoi. Et ça, c'est un truc tout con, mais moi ça me fascine parce que j'ai l'impression que c'est comme si nos synapses, notre façon de concevoir, penser, etc. avaient été complètement modelées aussi par ces logiciels, par ces interfaces, etc., etc. Là où moi ça me plaît, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de superficialité dont je pense qu'on a aussi intégré le fait que la superficialité est aussi un moment de profondeur. C'est-à-dire que le considérer de façon simple, gratuite, vu la réversibilité qu'il y a eu entre la haute culture et la basse culture, ce serait un petit peu louper plein d'épisodes de ce qui s'est déroulé, notamment par exemple pour le dire très facilement avec Warhol. Warhol qui est dans l'image de surface, qui est dans ça. Donc là on a un héritage de tout ça, avec en plus des petites spécificités qui ne sont plus liées à la photographie ni à la sérigraphie, mais au logiciel, à la programmation. Après, là, on en est sur le tout début. Là, c'est moi qui en parle. Je les ai rencontrés certains, mais eux, ils ne le présenteraient pas de cette manière. Et la manière dont je le présente ne les trahit pas pour autant. Mais par exemple, Héloïse, qui est née en 95, elle ne présente pas son portfolio. Elle présente juste les toiles. Mais moi, je lui ai demandé, mais montre-moi ton portfolio. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais... J'avais presque envie de dire c'est ça l'œuvre. Enfin, je crois qu'il y a de plus en plus d'artistes, et notamment de jeunes artistes, qui refusent l'idée de devoir se justifier quand on leur demande mais ça c'est pourquoi, t'as voulu faire quoi. Il y a une espèce de décomplexion, je sais pas comment on dit, mais en gros, il y a quand même pas mal d'artistes qui reviennent à un moment d'expérimentation et qui... Enfin, on ne peut pas généraliser sur ceux qui font du discours et ceux qui n'en ont pas. Enfin, les deux sont louables et critiquables. Enfin, on ne peut pas séparer, scinder, et c'est peut-être l'objet de mon livre Face Word, donc là je fais ma petite pub, mais excusez-moi, qui parlait justement du visage et de l'identité, pour faire très court, même si c'est pas vraiment ça. C'est que on ne peut pas séparer l'un de l'autre en fait. La technologie de l'humain et dire l'humain c'est tel type de catégorie, la fragilité, le nanana, et puis la technique c'est le froid, le mécanique. Enfin, il y a une espèce de porosité qui est vraiment beaucoup plus fine et qui est une extension de l'un et de l'autre, jusqu'au moment où la technologie, on lui donne une agentivité parce qu'effectivement, elle agit sur nous. On a parlé à un moment de cette idée d'image dès le début, et moi justement, je ne présentais que
peinture qui faisait image et dont la visibilité aurait été, si ce n'est presque meilleure, sur Instagram ou sur ce genre d'interface très publicitaire où justement on va miser sur des images très lisses, très aseptisées, très blanches, etc. Ce qui m'avait plu avec encore une fois cet artiste, en lui parlant, elle me disait, et moi j'avais fait une communication qui s'appelait Uncreative Painting, ça vient d'un livre, encore une fois j'aime bien reprendre les titres des livres, mais là ça s'appelait Uncreative Writing, et en fait c'est un poète américain qui s'appelle Kenneth Goldsmith, et tout ça pour dire qu'il lui a dit, je comprends pas pourquoi nous en littérature, quand on fait du copier-coller, quand on fait de l'appropriation, quand on déstore un texte, on nous prend encore pour... on nous dit qu'on fait du plagiat ou qu'on ne crée rien, etc. Alors que ça fait longtemps quand dans les arts visuels, ils font des copier-coller, de l'appropriation art, etc. On reproduit des mêmes photographies. Tout ça pour dire que ce qu'il prenait, lui, c'était une écriture non créative. Et ce qu'il enseignait à ses étudiants, c'était par exemple, si tu aimes On the Road, comment il s'appelle ouais, merci. Au lieu d'aller essayer d'écrire à sa façon, tu fais comme les artistes qui vont dans les musées et qui peignent de la même manière, tu réécris tout le livre. Et là, il y en a un qui s'est prêté au jeu et qui, sur un blog, a écrit pendant 457 jours ou je sais pas combien, une page, et puis ça s'arrêtait au milieu, et puis le lendemain, une autre page. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans ce copier-coller de texte, des créativités monstrueuses, parce que chacun interprète la virgule, il y a un petit décalage, un petit... Et voilà. Alors ça, encore une fois, c'était un paysage depuis la 6. Imaginez, elle avec son téléphone, en moitié endormie derrière, et elle prend sa photo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé des genres en peinture, et maintenant, on voit comment aussi ces jeunes artistes distordent ces hiérarchies de genre pour aller vers quelque chose aussi qui va être de plus en plus inconsistant. Et voilà, la phrase que je voulais dire avant de parler de Kenneth Goldsmith, donc du fameux Uncreative, c'est qu'elle dit j'aime copier les autres et même parfois je m'auto-copie, etc. Et donc elle est vraiment dans ce truc où elle ne veut pas être créative, elle ne veut pas imaginer quelque chose, elle veut vraiment reproduire un micro-détail d'un micro-truc, etc. Juste avant de conclure, je vous présente cette série. Donc Grégory Chatonsky, c'est un artiste théoricien qui est hyper non pas protéiforme, mais il est vraiment dans le quantitatif. Il produit comme une machine presque. C'est l'accumulation. Et donc là, il a fait une sorte de série où en gros, il est allé récupérer des images de films devant des fonds verts vous savez qu'on peut incruster ensuite des effets spéciaux. Il a pris des photos normales, ou même il les a extraites de ses films, je ne sais plus, mais c'est pas trop grave. Et ensuite, il est allé sur Photoshop et il a pris le filtre peinture. Donc, d'une photo, il a demandé à sa machine de la retranscrire en une touche qui ferait l'effet de la peinture. Et ensuite, il a gardé ces fichiers, il les a envoyés à un de ces fameux villages chinois, ce que fait énormément d'artistes aujourd'hui, et a demandé à des artistes chinois qui ne signent pas de leur nom d'aller reproduire à la main ce que la machine avait reproduit de la machine qui fait comme l'humain et l'humain qui refait comme la machine. Et là, on retrouve tout le processus. Juste, je vous montre celle-ci, et vraiment, ça s'arrête là. Donc toujours le même artiste, là, Grégory Chatonsky, qui est un peu pseudo-ingénieur et machin, et lui qui travaille beaucoup, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça, de l'intelligence artificielle. Et donc il est allé récupérer tout un tas d'images abstraites sur internet, donc des quantités de milliers. Il les a mis dans son réseau récursif de neurones, ce qu'on peut appeler un algorithme, voilà ce qu'on veut. Et puis, il a demandé à cette machine de générer une image à partir de toutes celles qu'il avait. Et puis surtout, ce qu'il a fait, c'est une fois l'image générée, il a pris cette image et il l'a mis dans un autre dispositif d'intelligence artificielle qui a été, lui, nourri, on va dire, à des interprétations, voilà. C'est-à-dire que les titres proviennent d'une autre intelligence artificielle qui va essayer de comprendre ce qu'a fait une autre intelligence artificielle. Et donc c'est assez rigolo parce que
on se retrouve face, vous savez comment elles sont nourries, ces intelligences artificielles, c'est nous qui les nourrissons avec les fameux CAPTCHA, avec vous n'êtes pas un robot, reconnaissez le stop dans la fenêtre du machin. Et donc on nourrit, et puis on nourrit aussi beaucoup autour des animaux, de l'eau, etc. et de la bouffe. Et donc en fait c'est toujours ce même genre de choses qui réapparaissent. Voilà, je crois que comment on dit, programmeur qui a nourri encore une fois ces fameux algorithmes pour ensuite en extraire cette forme qui est donc largement inspirée des formes des, comment on appelle ça là. Ouais, il y a les gisants et puis aussi il y a la... Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et ça, il a, voilà, mais qui s'inscrit dans une tradition picturale très, très connotée et classique et puis tout ce qu'on veut. Et ensuite, il l'a aussi refait peindre par un autre artiste lors d'un événement particulier. Mais en fait, là où il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, et qui rejoint un peu quand je vous parlais des téléphones et des petits détails, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle, on les appelle comme on veut, mais je les appelle comme ça, en fait, elles ont un rapport très particulier avec la négociation des détails. Quand on voit très rapproché quelque chose, par exemple ici, on zoom, 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 c'est hyper net et en fait on se retrouve devant de nouveaux paysages parce qu'il y a vraiment un monde qui se crée dans tous ces... Il y a un truc un peu fractal effectivement.